Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Je vois que vous êtes nombreux à être fidèles au poste. Nous allons donc sans tarder débuter nos travaux. Donc, merci de participer à ce webinaire de GIJN. Donc, traquer l'argent, enquêter sur les sociétés écrans. Donc, effectivement, l'une des régions les plus sombres de cet environnement. Et donc, il s'agit d'apporter un éclairage sur ces questions. Je suis Simone Bowers. Je suis rédacteur responsable des enquêtes basées au Royaume-Uni, mais nous ne concentrons pas uniquement sur les Royaumes-Unis à proprement parler. Chez Finance Uncovered, nous avons donc une envergure plus internationale et nous intéressons notamment aux sociétés écrans. Donc, il s'agit principalement des reporters et des journalistes d'investigation qui travaillent dans des régions du monde où on déplore effectivement ce genre de phénomène. Et donc là, il est vrai qu'il est utile de nouer des partenariats avec des journalistes qui travaillent dans ce genre de région. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre site internet, à me contacter. Je pourrais vous fournir de plus en plus d'informations. Mais aujourd'hui, il va s'agir d'une session qui va nous permettre d'accueillir deux intervenants de premier ordre. Nous allons pouvoir approfondir cette thématique de société écran en comprenant que journalistes face ces réseaux qui sont parfois très complexes au niveau de leur structure et qui sont toujours très secrets. Et donc, il s'agit de vraiment nous mettre dans la peau, pour ainsi dire, de ces structures tout à fait opaques pour mettre au jour des scandales financiers de grande envergure qui concernent donc effectivement des entités très secrètes, comme je l'évoquais à l'instant. Et donc, il s'agit de trouver des informations sur ces entités, ce qui n'est pas une mince affaire, ça n'a rien de simple. Mais lorsqu'on comprend mieux leur mécanisme, leur configuration, la façon dont ils sont agencés, où les informations sont disponibles, quel type d'informations sont disponibles, eh bien, il est possible de s'appuyer sur ces sources avec des résultats tout à fait probants. Et je pense que nos intervenants pourront vous en dire plus sur le sujet. Nous accueillons des experts de l'ICIJ et de l'OCCRP à l'occasion de ce webinaire. Et nos deux experts vont partager des ressources utiles qui permettent aux journalistes de s'y retrouver dans ce domaine des plus complexes en se concentrant sur l'activité d'investigation et certaines recommandations qui peuvent s'avérer utiles. Donc, c'est tout d'abord Karine Kio qui va prendre la parole. Elle est chef adjointe du département données et recherche auprès de l'ICIJ. Elle a travaillé dans le cadre d'un projet intitulé Fatal Extraction en 2015. Et c'est à cette époque donc elle a commencé à travailler avec l'ICIJ. Depuis, elle travaille à plein temps auprès de cette entité en tant que journaliste responsable des données. Et elle a travaillé sur toute une kyrielle d'enquêtes. Elle est tout à fait aguerrie, tout à fait expérimentée dans le sujet. Et nous accueillons également Yann Srodzik, qui est l'éditeur en chef données d'OCCRP et qui est un coprésident de l'unité recherche et données de l'OCCRP avec Karina Chedrovski. Il travaille en bonne intelligence avec les équipes responsables des données, les équipes d'éditeurs de CCRP, sur la coordination de l'analyse de données et sur les enquêtes qui sont appuyées sur des données. Avant de rejoindre l'OCCRP, Strozik était reporter pour la chaîne publique allemande NDR. Il a travaillé sur différentes enquêtes, comme le Luxembourg Leaks, les Panama Papers, Paradise Papers, FinCEN Files et d'autres enquêtes transfrontalières. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous donne également quelques informations qui permettent de planter le décor au sujet du CIJN, qui est le plus grand réseau à l'international d'organisations de journalistes d'enquête à but non lucratif et qui décompte pas moins de 251 organisations membres dans 95 pays. Et donc, le GIJN travaille avec des journalistes de tout poil, qu'il s'agisse d'une activité commerciale à but non lucratif ou de pigistes, de freelance, avec un large éventail de ressources et de recommandations qui sont proposées aux journalistes à l'international et que vous pouvez consulter sur le site gijn.org. En fin de session, il s'agira de vous donner le loisir de poser également vos questions à nos intervenants. Vous pourrez également vous servir
de la fenêtre questions-réponses, la Q&A box qui doit s'afficher sur votre écran. Nous nous efforcerons de passer en revue autant de questions que possible. Alors, comment est-ce que les choses vont se structurer? Lorsque deux intervenants ont terminé la présentation, c'est Amel Gani du GIGN qui va nous rejoindre à l'écran pour animer cette session de questions-réponses. Voilà, j'en ai presque terminé. Je me contenterai d'un bref rappel. Cette session est enregistrée. Nous souhaitons publier ce contenu à un stade ultérieur sur YouTube. Donc, je vous invite à avoir cet élément en tête. Voilà, je pense en avoir terminé. Je vais céder sans tarder la parole à Carrie. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci d'avoir planté si efficacement le décor. Comme Simon l'évoquait, je suis Carrie Keo. Je suis la tête de l'unité données recherche. Et donc, effectivement, les sociétés écrans, c'est vraiment notre pain quotidien. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez s'afficher mon écran? C'est parfait, très bien. Donc, allons-y. Lançons-nous dans le grand. Aujourd'hui, nous allons passer en revue toute une série de thématiques différentes. Qu'est-ce qu'une société écran, tout d'abord? On va parler également de l'Offshorelinks Database. On va passer en revue différentes ressources qui s'offrent à vous. La question principale est la suivante. Pourquoi établir des sociétés écrans? Eh bien, c'est une question de confidentialité. Cela fournit beaucoup d'anonymité, une grande protection qui permet aux différents acteurs de ne pas tomber dans les mailles du filet. Donc, il s'agit de phénomènes de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de blanchiment de capitaux. Vous avez également des individus qui peuvent s'efforcer de dissimuler des donations. Donc, vous avez peut-être un acteur malveillant qui souhaite faire un don à un leader occidental et il le fait par le truchement d'une société écran. Là, c'est l'une des modalités d'action les plus efficaces. Quelles sont les autres caractéristiques? Il s'agit en général de petites entreprises qui n'ont pas d'activité à l'heure actuelle, qui se situent dans une juridiction tout à fait confidentielle. On peut penser par exemple à l'île de Man, les îles Caïmans, les Seychelles, les îles Vierges britanniques. Ce sont en général des prestataires de services ou ce qu'on appelle des services de constitution de société qui sont aux commandes et donc c'est-à-dire une entreprise qui est utilisée pour établir d'autres entreprises. Donc on utilise l'adresse, les coordonnées du directeur, par exemple, avec un système d'hommes de paille. C'est ainsi qu'on les appelle de notre côté, c'est-à-dire des personnes dont le nom est couché sur le papier, mais dont l'activité s'arrête là. Donc, il peut s'agir des employés d'un prestataire de service, mais là, cela ne concerne qu'une poignée de cas de figure. Et ce qui est intéressant, c'est que les bénéficiaires effectifs, les bénéficiaires ultimes, les véritables propriétaires, les UBO en anglais, sont très difficiles à identifier. Et c'est bien tout le bien fondé de ces sociétés écrans. Il s'agit de différentes couches, comme les couches d'un oignon, qui permettent de dissimuler l'origine de l'argent. Il nous faut encore mentionner différents éléments. Donc, que faut-il pour débuter ce type d'activité? Eh bien, il faut un nom d'entreprise, il faut avoir une juridiction dans le viseur, et puis une sorte de calendrier. Donc, ces sociétés écrans, elles existent depuis au moins les années 90, donc ce n'est pas totalement nouveau. Donc, il faut savoir effectivement dans quel échéancier on se place dans les années 2000, 2010, 2020, etc. Alors, je vais commencer par le commencement, donc c'est-à-dire l'Open Corporate Base de données qui abrite 223 millions d'entreprises dans plus de 140 juridictions. À mon sens, il s'agit de la base de données la plus fouillée qui soit disponible de façon publique. Vous pouvez effectuer une recherche par nom d'entreprise ou par responsable, ce qui s'avère tout à fait pratique. Et si vous êtes doué en technologie, bien vous avez également d'autres modalités qui s'offrent à vous. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Bien, cela ressemble un petit peu à ce qu'on a avec une recherche Google. Donc là, je fais une recherche sur Google, je me retrouve avec 1126 entreprises. Donc, je peux trier ces entreprises par juridiction. Là, vous avez toute une querelle d'options qui vous sont proposées. Donc là, le tri par juridiction, en bas à droite de l'écran, le type d'entreprise, la catégorisation par secteur, etc. Donc là, vous avez quelques informations sur la juridiction. Si vous cliquez sur cet élément, par exemple, ici, là, la liste n'est pas exhaustive. Donc effectivement, Google
recense ces entreprises. Nombre d'entre elles sont enregistrées aux États-Unis, mais il y aurait toute une kyrielle d'autres juridictions. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on peut également filtrer par le type de données détenues. Donc, il y a toute une série de pages qui sont disponibles. Donc, en tant que journaliste d'investigation, nous souhaitons débuter nos investigations. Donc, il y a une compagnie qui m'intéresse, une entreprise qui s'appelle Doukachou. Je pense qu'elle a été enregistrée aux Émirats Arabes Unis dans les 10 dernières années. Donc, je consulte Open Corporates pour effectuer ma recherche Doukachou qui, malheureusement, ne donne aucun résultat. Étape suivante, il s'agit de Sayari. C'est une base de données par abonnement qui fournit les adresses, les responsables et les coordonnées des entreprises avec effectivement toute une kyrielle d'informations sur le risque associé à une entreprise donnée. Donc, c'est assez utile. Donc, Ducachou General Trading, je vois qu'il y a un petit drapeau ici. Donc, il s'agit des Émirats Arabes Unis. Ici, j'ai un numéro OFAC des États-Unis, ce qui est très intéressant. J'ai la date d'enregistrement de l'entreprise et j'ai l'adresse. Et si je continue de cliquer, je peux même avoir des informations sur l'actionnaire. Donc, il s'agit de Daniel Joseph Kinaan. Daniel Joseph Kinaan, qui, de fait, est le leader d'un grand cartel de stupéfiants en Irlande. Il a quitté dans les années 2000 l'Irlande, il s'est rendu en Espagne et il a créé par la suite un super cartel. Donc il est sur la liste de sanctions de l'OFAC et j'ai quelques éléments biographiques sur Daniel Joseph Kinahan. Donc j'ai le numéro OFAC, j'ai la base, la date de naissance, pardon, et j'ai également l'adresse de ce personnage, de Daniel. Daniel qui est en photo et qui est accompagné de Curtin Securi, qui est un poids lourd, euh, un grand sportif, hein, puisqu'il a eu des phénomènes de sport washing dont Daniel s'est rendu coupable à une certaine époque. Donc, c'était une façon de brouiller les cartes pour lui par rapport à ces trafics de stupéfiants. Donc, j'ai toutes ces informations, date d'incorporation, adresse, et j'ai également un lien. Il s'agit de la liste de sanctions de l'OFAC, le lien vers cette information. J'ai également un profil pour Daniel avec la date de naissance de Daniel, son adresse au Royaume-Uni. Là aussi, c'est un élément tout à fait utile. L'objectif de l'investigation est en fait de recueillir ces petites bribes d'informations pour pouvoir commencer la traque. Ces informations, donc, sur cette entreprise britannique. Et là, si je consulte le site du Trésor américain, eh bien, je peux en découvrir un petit peu plus sur les activités dont Daniel a été l'auteur. Voilà. Donc, il me permet de travail. Je vais également utiliser la base de données OffshoreLeaks. C'est une autre possibilité. Vous avez le site qui s'affiche à l'écran. Donc là, c'est un projet effectivement d'échelle planétaire avec plus de 800 000 entreprises étrangères, fondations et fonds fiduciaires. Donc, il y a des extractions qui sont automatiques, d'autres qui s'effectuent à la main. Tout est vérifié, tout est contrôlé et recontrôlé. Vous y trouvez des liens sur des particuliers dans plus de 200 pays et territoires. Et c'est ce qu'utilisent au quotidien les forces de l'ordre, hein, les journalistes d'enquête, les autorités fiscales de par le monde. Voilà donc un instrument sur lequel s'appuient ces entités au quotidien. Donc on peut chercher l'adresse, l'entreprise ou le particulier. Et donc c'est parfaitement gratuit et public. Donc voilà à quoi ressemble le site OffshoreLeaks. Donc vous pouvez chercher la personne, l'entreprise en utilisant cette fenêtre. Vous pouvez chercher également par type d'enquête, par dossier d'enquête, donc Pandora Papers, Paradise Papers, qui couvrent différentes époques et différentes juridictions. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser l'adresse, en fait. Donc, si l'on a des avoirs, qu'il s'agisse d'un yacht, d'un jet privé, d'une maison de ville à Londres, c'est parce qu'on souhaite être propriétaire. Et donc là, on se retrouve avec une série de papiers qui vont permettre de remonter la trace de cette personne. Et donc, à ce titre, il me semble tout à fait utile d'utiliser les adresses. Bon, alors, je vis à Dublin. Je sais qu'il y a plusieurs orthographes pour les différents quartiers. Donc, Dun Laoghaire, vous pouvez avoir différentes orthographes. Vous le voyez, c'est la première puce en haut à gauche. Donc, là, vous avez Docky également à proximité.
Donc, on peut explorer un petit peu le voisinage et pour voir s'il y a des adresses qui s'affichent et qui peuvent être connectées à ces entreprises, à ces sociétés. Il peut y avoir également différentes traductions. Moi, je voulais vous raconter une anecdote dans le cadre des Pandora Papers. J'avais un collègue qui travaillait avec moi et donc là, on avait trouvé toute une kyrielle d'avoirs qui était liée au roi de Jordanie, au roi Abdullah, qui avait été caché par le truchement de société écran. Alors, comment est-ce que le roi s'y était-il pris? Bon, alors voilà ce que vous trouvez sur notre site, hein, sur les Power Players, avec tous ces renseignements sur le lien entre ces sociétés et ces personnes euh, de premier rang, toutes ces entités qui étaient connectées au roi de Jordanie, que nous avons été en mesure d'identifier parce que dans la base de données Leaks, on avait retrouvé son adresse. Donc, Ragadan Palace à Amman, Jordanie. Voilà comment on a pu remonter la trace du roi Abdallah. Et donc là, on a vu qu'il avait effectivement un bénéficiaire effectif, à savoir Abdullah Al-Sharif Al-Hussein, donc bénéficiaire effectif également de Norbrook Properties Limited, avec l'adresse que vous trouvez en haut à gauche de l'écran. Et donc, sur cette base, nous sommes rendus sur le registre des entités étrangères, donc site du gouvernement britannique, et on a retrouvé une société de produits de luxe avec 1 million de livres détenus par Norbrook Properties Limited et au bout du compte par le roi de Jordanie. Donc c'est une façon de remonter la trace, de remonter le fil et d'identifier ces acteurs. Là, il s'agit d'une autre personne, il s'agit d'Alisher Ousmanov, qui est russe et ouzbek, un milliardaire qui est très puissant et qui est proche de différents dignitaires russes, dont Poutine. Donc, si je travaille pour un oligarque donc, russe, c'est que je consulte par exemple Rupap.org. Bon, là, c'est un bon point de départ parce qu'on y trouve effectivement une véritable mine d'informations. Comme je le disais, il s'agit de bribes d'informations. Il faut que tout soit passé au crible des différents contrôles avant qu'on puisse publier ces informations. On se contente dans un premier temps de collecter ces informations. Donc, là, je vais établir une sorte de tableau pour créer un profil d'entreprise de cet individu. On peut également consulter euh, les Sherleaks, la base de données Sherleaks. Là, vous voyez qu'on a effectivement toute une série d'entreprises, d'adresses, mais on peut y trouver un lien. Alors ici, vous avez trois Alisher, comme vous le dites, Alisher Ousmanov, tous sont des bénéficiaires actifs ou bénéficiaires fictifs finaux de trois sociétés. Deux d'entre elles sont liées à la même adresse enregistrée à Moscou. Et donc, ce sont des nœuds ici que vous pouvez élargir pour un petit peu explorer la zone. Et par exemple, si effectivement je clique sur un nœud, eh bien, vous voyez, vous avez, c'est Alisher Ousmanov. Alors, il se peut qu'il s'agisse de la même personne, il faudra vérifier. Alors, vous voyez également que les propriétaires effectifs sont en fait trois sociétés, Merville Investment, Midville Investment et de l'Aveyron, tous enregistrés à Moscou. Donc là, je vais aller sur Google pour enregistrer ou pour voir plutôt les adresses, pour voir si il s'agit d'adresses d'entreprise, s'il s'agit d'un domicile. Et là, j'essaierai de trouver d'autres informations. Encore une fois, on peut cliquer sur ces différents nœuds et vous voyez qu'il y a deux autres individus qui apparaissent, Ivan Tarvin et Vladimir Skor, qui sont peut-être des associés. Là, effectivement, on voit qu'il y a une autre piste à suivre, peut-être pour essayer de tirer d'autres informations. Et puis, sur cette base-là, on peut consulter Open Corpus. Et là, vous voyez qu'il y a Alisher Guzmanov, encore une fois, comme ancien directif de quelques sociétés au Royaume-Uni. Donc, ce sera quand même intéressant de vérifier les avoirs au Royaume-Uni enregistrés sous le nom, euh, euh, sous le nom des différents associés professionnels. Et puis, vous verrez qu'il y a également des entreprises étrangères, notamment en Angleterre et au pays de Galles. Là, encore une fois, eh bien, vous avez aussi le site du gouvernement britannique sur l'utilisation, enfin les données sur l'utilisation de la terre et la propriété et les propriétés. Donc là, vous voyez effectivement les avoirs d'autres sociétés
Ce sont des bases de données publiques qui nous permettent en fait de remonter un petit peu la piste de ces propriétaires pour certaines de ces sociétés enregistrées au Royaume-Uni. Et puis, vous avez eh bien, notre page sur le nuage informatique. Là, c'est une page des papiers, des Pandora Papers. C'est toujours intéressant à consulter. Nous avons également les Power Players. Je vous avais déjà montré eh bien, les profils, notamment le profil du roi Abdallah. Là, nous établissons des profils de plusieurs personnes puissantes, par exemple, six personnes politiquement exposées, leurs familles qui sont repris sous le dossier Power Players. Et puis, en fait, véritablement, vous pouvez profiter de notre travail parce qu'au final, nous essayons de faire tous la même chose. Voilà quelques exemples, notamment sur Gennady Timchenko. Voilà à quoi cela ressemble. Eh bien, justement, vous pouvez voir toutes les données. Vous avez également, eh bien, notre profil Confidential Clients. Ça fait partie de nos fichiers FinCEN. Et là, encore une fois, vous avez différents leaders mondiaux, des individus très puissants, notamment, qui apparaissent. Alors, vous pouvez chercher toutes ces données, notamment les données de Offshore Leaks. Vous avez notamment les données des Panama Papers, des Bahama Papers, des Panama Papers et des Pandora Papers. Et puis, aussi les données de Offshore Leaks. Et n'oubliez pas aussi de consulter les registres des sociétés. C'est toujours utile pour pouvoir entamer une enquête. Bien, tout dépend de ce que vous recherchez, évidemment, mais ce sont toujours des points de départ intéressants. Et voilà d'autres ressources. Open Ownership, par exemple, vous avez les bases de données à abonnement. Si vous avez accès, par exemple, aux bibliothèques des universités, eh bien, elles offrent peut-être des abonnements à des bases de données comme Orbis, Sayari, Factiva ou Aragnis. Il y a aussi des registres de lobbying. La Commission européenne en dispose. Et puis aux États-Unis aussi, certains pays européens en ont aussi. Eh bien, les données des marchés publics de l'Union européenne, vous voyez quelles sont les entreprises qui reçoivent en fait des contrats publics. Il y a aussi la base de données des marché public aux États-Unis. Alors, vous avez également, eh bien, le Corporate Prosecution Registry de l'Université Duke, c'est donc le registre des poursuites judiciaires à l'encontre d'entreprises. Et puis, vous avez également Private Eye, qui est en fait, eh bien, une base de données britannique. Et vous retrouverez toutes les informations pour 1999-2014. Voilà. J'aimerais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Carrie. Eh bien, je voulais simplement clarifier certains points avant de donner la parole à Yann. Donc, vous avez dit Carrie, euh, Sayari, donc c'est une base de données sur abonnement. Et là, vous avez trouvé pas mal de pistes de filières, notamment concernant Daniel Kinahan, ce baron de la drogue. Est-ce que c'est vraiment cette information vient-elle de cette source ou elle vous vient d'autres sources? Non, effectivement, c'est une base de données en fait qui ingère les informations de différents registres. L'information nous vient des Émirats arabes unis. Puis c'est vrai que là, on mutualise les informations, notamment les listes de sanctions de l'ONU. Très bien dit Simon. Donc, si des journalistes ont une piste, par exemple, qui les fait remonter la trace de certains individus vers les Émirats arabes unis et que ces journalistes ont quelques difficultés à retrouver des informations dans les registres des EAU, c'est une bonne idée de s'abonner à Sayari? Oui, oui, c'est un bon point de départ, dit Carrie. Et puis, dans les EAU, alors vous avez toute une série, en fait, de bases de données qui rendent compte eh bien, des jugements. Et ça, c'est public. Donc, ce serait quand même utile peut-être de traduire ces documents parce que parfois ces documents sont en arabe. On peut aussi trouver des documents en anglais, mais là, effectivement, tout peut être consulté. Fascinant. Alors, pour ce qui a trait au jeu de données de l'ICIJ, alors je crois que bon nombre de personnes s'intéressent justement aux sociétés écrans. Et ces personnes-là, eh bien, auront très certainement joué un tout petit peu avec eh bien, la base de données Offshore Leaks. Mais si j'ai bien compris, on y retrouve des métadonnées, n'est-ce pas? Et la couche sous-jacente vous permettrait peut-être d'accéder à des données plus détaillées sur les entreprises. Alors, que direz-vous à un journaliste ou une journaliste qui n'a jamais travaillé avec l'ICIJ et qui, en fait,
tombe sur eh bien, une ressource importante dans son travail d'investigation qui, en fait, apparaît par exemple dans le jeu de données de Auschwitz, de lycée IJ. Eh bien, nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Vous savez, envoyez-nous un courriel. Nous pouvons organiser votre accès justement à toutes ces fuites, ces informations fuitées, parce qu'il y a beaucoup d'informations, d'identification qui peuvent être très utiles pour votre travail, mais on ne peut pas en fait donner accès publiquement à toutes ces informations pour des raisons de confidentialité. Merci beaucoup, Carrie. Yann, votre perspective peut-être au titre de votre organisation, de l'OCCRP? Oui, bien sûr. Alors, merci à Carrie. D'abord, c'était vraiment très intéressant. Alors, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste partager d'abord mon écran. Une petite seconde. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez, eh bien, j'ai mis justement la page du réseau mondial de journalisme d'investigation. Donc, pour une raison que j'ignore, je ne vous vois plus à mon écran. Est-ce qu'on peut peut-être me dire si on voit mon écran? Merci beaucoup. Bien. Alors, je ne vais pas parler en fait trop sur justement je n'ai pas parlé trop d'Aleph parce que nous venons de publier sur le site du GIGN justement eh bien une fiche sur l'Aleph. Mais bon, commençons dès le début. Je m'appelle Cheyenne Strotzig, je suis à Berlin, je suis rédacteur en chef des données de l'OCSRP. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à poser concernant ma présentation. Voici mes coordonnées. Ou si vous avez d'autres questions concernant justement les recherches, les données de l'OCCRP, je vous mets mon adresse à l'écran justement. N'hésitez pas à me contacter. Très brièvement, qu'est-ce que le CCRP? C'est une organisation qui travaille en fait sur eh bien, la criminalité organisée et la corruption. Nous faisons des reportages. Alors c'est vrai que nous avons pas mal, euh, nous nous sommes accrus. Nous avons plus de 50 centres membres locaux. Nous travaillons également avec des membres. Plus de 180 membres de notre équipe de personnel. Nous avons également eh bien, des centres, nous avons notre propre salle de rédac et notre propre soutien à l'investigation. Donc, je le disais, plus de centres membres locaux, 190 membres de l'équipe du personnel. Notre siège social est à Amsterdam et nous existons depuis plus ou moins 15 ans. Alors, comme l'a dit Simon, et merci d'ailleurs pour ces gentils propos d'introduction. Alors, effectivement, je dirige une équipe de données et nous euh, travaillons sur toutes ces sociétés écrans que vous trouverez justement sur le site web de l'ECCRP. Voilà à quoi ça ressemble et vous avez toute une série de ressources qui pourraient vous intéresser si vous faites des enquêtes sur des personnes, des entreprises. En fait, nous avons refondu le site web et c'est ce que nous appelons le SSRP ID. Et là, vraiment, vous trouverez toute une série de sociétés catégorisées par pays, par région. Certaines entreprises, d'ailleurs, que Carrie a mentionnées s'y retrouvent. Alors, voilà. Nous travaillons également sur quelque chose, sur un outil qui s'appelle l'ALEF. Je vous ai montré l'article du GIGN qui vous montrera comment utiliser l'ALEF. N'hésitez pas à utiliser cette base de données alef.occrp.org. Voilà. Alors, qu'ajouter à ce que vient de dire Carrie? En fait, mon idée pour cette présentation, c'était un petit peu de compléter la présentation de Carrie. Je voulais vous donner un exemple un peu plus long, un deuxième exemple un peu plus court, de la manière dont vous pouvez travailler concernant les sociétés écrans, les documents que vous pouvez obtenir au titre de vos recherches, comment eh bien, tirer des informations depuis ces différentes sources. Et puis essayer de reconstituer le puzzle sur la base de toutes ces pièces pour vraiment eh bien, reconstituer une sorte de chaîne de preuves qui vous permettent effectivement d'étayer vos informations et de les publier. Alors, nous avons constitué ici un dossier, un exemple. C'est un cas un tout petit peu plus ancien qui remonte à 2023. Nous avons mené un projet dans le cadre duquel nous avons essayé eh bien, d'établir une liste d'oligarques russes euh, en Europe. Alors, ce n'est pas seulement mon travail que je vais vous montrer, tout ce que je vais montrer sur les transparents, eh bien,
provient de quelqu'un de mon équipe où nous avons de notre travail commun. Alors, c'est Lara et Krina de l'équipe qui ont constitué ce dossier. Alors, nous avons commencé sur la base d'un article du Guardian. Alors, le journaliste avait remarqué que l'île de Man, qui est juste à côté de la Grande-Bretagne, en fait, du Royaume-Uni, est célèbre pour son enregistrement et son immatriculation de yachts et de jets privés. Et il y a beaucoup de jets privés et d'hélicoptères qui ont été immatriculés euh, en une fois ou en deux fois, enfin sur une très courte période de temps. Et c'est vrai qu'il y avait toute une série de changements qui sont intervenus aussi au niveau de la réglementation. Et donc, on s'est dit, ce serait utile de savoir pourquoi. Alors, vous pouvez toujours regarder en fait le registre d'immatriculation des aéronefs et nous nous sommes penchés sur ce registre pour l'île de Mont et on s'est dit, bon, bah, pourquoi est-ce que si un certain de ces aéronefs ont été immatriculés et puis d'autres ont été pris sur la qui avait soumis aux sanctions. Alors, voilà notre petite question. Vous voyez ici des aéronefs, vous avez en fait une sorte de numéro de plaque d'immatriculation. Alors, le code pays, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, hein. Vous avez donc le M qui désigne l'île de Man, notamment. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de retrouver people who are interested in helicopters and aircraft. They follow them around. Well, not really follow them around, but when they land in the très souvent des area, they might personnes take prennent des pictures. photos d'avions qui atterrissent et puis ils mettent ça sur Twitter ou sur X. Donc, c'est une ressource très intéressante que X pour retrouver quelqu'un dans une région. Voilà, si les jets et les hélicoptères vous intéressent, c'est très utile. Et là, effectivement, on a établi un lien entre ces aéronefs et Roman Abramovich, qui est le propriétaire de Chelsea FC. Bon, c'est quand même un premier indice, hein. Alors, nous sommes revenus sur le registre des aéronefs et alors nous nous sommes dit en fait que cet avion était enregistré sous le nom de cette société Flambards Limited. Donc, société enregistrée dans l'île de Man, bon, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose, en fait, qu'on rencontre couramment si on fait des enquêtes sur des jets, sur des hélicoptères, sur des aéronefs enregistrés à l'île de Man. En général, c'est toujours la propriété d'une société inscrite au registre de l'île de Man. Alors, vous trouverez des documents justement sur les sociétés de l'île de Man. En fait, c'est assez facile de recueillir des documents sur ces différentes sociétés. Ici, nous nous sommes rendus compte en fait que, eh bien, cette compagnie, Flambards, elle ne disposait que d'une action qui était détenue par Walton Overseas Holding Limited, enregistrée au départ dans les îles Vierges britanniques. C'est ce que nous avons retrouvé dans un ancien document. Et puis, cette société se retrouve enregistrée à Jersey. Donc voilà. Alors nous nous sommes dit que c'était peut-être la même société, mais on ne le savait pas avec certitude. Donc voilà. Nous savions donc ce deuxième nom, deuxième société, société écran, société à l'étranger. Donc nous nous sommes penchés sur le registre des sociétés à Jersey et nous nous sommes dit nous allions peut-être retrouver des informations sur les actionnaires. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé. La société à Jersey était en fait détenu par une autre société, mais c'était une impasse. En fait, nous n'avons pas vu apparaître le nom d'Abramovich. Ça aurait été bien hein, de le retrouver, mais nous n'avons pas trouvé son nom. Mais en fait, nous nous sommes rendus compte que sur un des documents, nous pouvions établir le lien entre Wootton Overseas enregistré à Jersey et Wootton Overseas enregistré aux îles Vierges britanniques. Donc là, clairement, il y a eu transfert du siège de la société, hein. Donc là, encore une fois, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a quelque chose sur lequel nous pouvons en fait enquêter puisqu'on se rend compte que c'est la même entreprise. Donc voilà, voilà quelle était notre situation. Donc voilà, on avait un peu plus d'indices, mais pas beaucoup. Donc ce que mes collègues ont fait, c'est tout simplement, euh, revenir sur Google,
Donc, on a essayé de faire quelques recherches sur des sites russes en tapant étoile.ru et Wotan Overseas Holdings. Et effectivement, 4 articles en russe mentionnaient Wotan Overseas Holdings en lien avec Abramovich. Et les articles nous ont renvoyé notamment vers en fait une déclaration d'avoir de Roman Abramovich lorsqu'il s'était présenté à une élection locale, je ne me souviens plus pour quel poste. Donc le lien était là dans l'article et là nous sommes remontés vers en fait eh bien, un lien archivé, c'est-à-dire un lien qui n'est plus disponible en tant que tel sur le net, mais que nous avons pu retrouver grâce à un moteur de recherche spécial. Donc voilà, c'est un document qui n'est pas super facile à lire, mais vous voyez effectivement un Roman Abramovich, et puis on nous met par exemple qu'il est propriétaire d'une grosse voiture, d'un appartement à Moscou, etc. Donc voilà, on retrouve quand même cette petite information qui est assez intéressante sur Wotton Overseas et qui donc nous permet d'établir le lien entre Abramovich et Wotton. Alors, voilà, nous nous sommes rendus compte en fait que Abramovich est donc le bénéficiaire effectif, qu'il est lui-même le propriétaire de Wotton Overseas euh, et au final qu'il est le propriétaire aussi de ces hélicoptères qui avaient été immatriculés puis des inscrits à l'île de Mende. Et puis nous sommes revenus en fait sur les documents de l'île de Mende et là nous avons retrouvé d'autres informations. Nous nous sommes rendus compte notamment qu'il y avait un accord d'emprunt un prêt entre une société Calvin and Worldwide qui est ensuite devenue Lindesa Worldwide Limited. C'est en fait un schéma, une tendance que vous constaterez. C'est-à-dire que ces personnes adorent changer les noms de leur entreprise. Ces entreprises, eh bien, passent d'un territoire à l'autre très, très facilement. Ah, désolé, j'ai une petite difficulté. Vous m'entendez encore et toujours? Oui, je vois que vous me voyez, vous m'entendez encore. Très bien. Toutes mes excuses. J'ai ici une petite difficulté technique. Donc, l'accord de prêt dit en fait que l'aéronef numéro de série 6898, enregistré sous l'immatriculation M-Eli, c'était en fait l'un des aéronefs qui nous intéressait au départ. Eh bien, elle a été couvert ou a été payé grâce au fonds de l'INDESA. Donc voilà, c'est encore une pièce du puzzle qui nous intéresse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous savons qui a donné l'argent à Abramovich pour acheter cet hélicoptère. Donc, nous sommes maintenant passés à une base de données payante mentionnée par Karim, me semble-t-il. Je crois que c'est Lexus dans ce cas-ci. Et là, on a retrouvé en fait un article dans un magazine suisse, le Tag Anzeiger, où l'on disait que l'Indeza est justement une des sociétés écrans utilisées par Abramovich pour justement financer eh bien, le club de foot de Chelsea et qu'il utilisait en fait Folkstam, qui est une entité tierce, qui est une société en fait qui est propriétaire des investissements Chelsea FC et Folkstam et en fait a reçu des fonds de l'Indesa. C'est un excellent indice parce qu'effectivement là, on sait qui est le propriétaire de Chelsea et donc, nous avons recherché les documents sur Forsnam et Forsnam, ces documents nous disent deux choses intéressantes puisqu'on nous dit que la partie de contrôle qui contrôle en fait cette entité, c'est Monsieur Abramovich. Et puis, on nous dit, dans ce document, on nous mentionne l'Indesa. Donc, nous voici à la fin de ce puzzle. Donc, ce petit exercice visait à vous montrer qu'il était intéressant de rassembler l'ensemble de ces registres, de ces informations, même si à titre individuel, chaque registre ne sera pas vraiment la panacée, ce ne sera pas la baguette magique. Donc, il y a des informations qui sont vagues, à dessein, on ne vous fournit pas beaucoup d'informations, mais il est toujours utile de réunir l'ensemble de ces sources, d'utiliser d'autres techniques, d'utiliser même Google pour tenter de remonter la piste afin de rassembler les différentes pièces du puzzle. Donc, c'est ce qu'on a fait effectivement avec cet hélicoptère. Et donc, si on remonte un petit peu le fil de cette démonstration, donc on voit que Flamberts Limited était propriétaire de plus d'un hélicoptère. Donc là, effectivement, on a pu mettre en place les différents éléments. On va passer à une deuxième affaire, un deuxième exemple de Chypre ou du Danemark en fonction du point de vue dont on se place. On a reçu une demande d'une entreprise appelée TNC Service
société qui était enregistrée à Chypre, mais sur laquelle on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc, je vous dis tout de go, vous pouvez obtenir des informations de la part de Chypre sur la propriété, notamment de cette entreprise, mais il faut payer. Et puis, ce n'est pas simple, hein. Donc, ça prend un certain temps. Euh, Et donc, mes collègues et moi-même, on s'est appuyé pour se faire sur Google. Mon collègue Misha a fait une remarque intéressante. Il s'est aperçu que TNC Service à Chypre, si vous googlez donc ces deux mots avec différentes combinaisons, eh bien, vous allez obtenir des résultats qui mentionnent souvent le Danemark ou qui sont liés au Danemark de près de loin. Donc, si vous trouvez quelque chose qui est lié au Danemark, c'est toujours très bien parce que là, vous savez que vous allez pouvoir trouver des informations. Donc, le Danemark, c'est toujours un atout. Donc, il a consulté le registre du Danemark. Mon collègue s'est aperçu que l'entité en question, TNC Service, apparaissait dans le registre comme fondatrice d'une entreprise danoise, donc Odays Denmark APS. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse au premier chef. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'entreprise, la société qui est à Chypre. Ce qui est bien, c'est que le registre danois vous fournira des informations sur le propriétaire ou le bénéficiaire effectif. Donc, on peut remonter la trace. Si vous avez une entité qui est la propriété d'une autre entité, eh bien, dans certains registres, vous avez simplement un nom, parce que là, c'est l'obligation au titre de la loi. Mais ici, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc, on voit qu'effectivement, l'entreprise danoise était la propriété de cette entreprise chypriote, avec effectivement ses bénéficiaires effectifs slovaques. Donc là aussi, il s'agit d'une information tout à fait précieuse dans le cadre de cette enquête. Donc, les collègues ont également utilisé euh, le site de l'autorité responsable de l'entreprise danoise. Donc, c'est la page que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, ce que je veux vous montrer avec ces deux exemples, le plus court et le plus long, c'est qu'il faut être opiniâtre. Il ne faut rien lâcher. Il faut consulter l'ensemble des registres et des sources qui vous semblent peut-être ne pas receler d'informations intéressantes. Parfois, c'est payant. Donc, pour l'île de Man, l'idée de quelques livres. Pour Jersey également, mais en général, ce n'est pas très coûteux, ce n'est pas très cher. Et c'est tout à fait pertinent de remonter toute la chaîne pour trouver les juridictions qui sont réputées pour faire montre d'une grande transparence et pour mettre à disposition beaucoup d'informations, comme par exemple le Danemark. Donc, il faut utiliser différentes techniques, comme les techniques, par exemple, de renseignement de sources ouvertes, donc Twitter, Google, les réseaux sociaux. Là, donc, c'est toujours très spécifique à la région qui vous intéresse. Donc, si vous enquêtez sur quelque chose qui a trait à la Chine, eh bien, les réseaux sociaux que vous utilisez ne seront pas les mêmes que si il s'agit d'une affaire en Europe ou aux États-Unis, évidemment. Il faut essayer d'obtenir les documents officiels, si c'est important pour vous, pour la rédaction pour laquelle vous travaillez, d'avoir donc une preuve, un justificatif d'origine, pour ainsi dire. Et si vous travaillez dans ce genre d'enquête, eh bien, il faut également développer une sorte de glossaire, en fait, de vocabulaire, pour ainsi dire. Donc, par exemple, les documents pour l'entreprise de Jersey, donc Fin Service Trustees Limited, c'était le bénéficiaire, le propriétaire. Et donc, si vous passez en revue ces documents, si vous êtes assez familiarisé avec ce type de source, vous savez qu'il s'agit probablement d'une impasse, parce qu'un fonds fiduciaire ne vous offrira pas plus d'informations. Un fonds fiduciaire a justement pour vocation de dissimuler la propriété effective. Donc, si vous trouvez certains de ces termes lors de vos enquêtes mm, pour des entités étrangères, eh bien, cela vous facilite également la tâche. Donc, il est bon de se constituer une sorte de petit glossaire pour savoir quelle piste mérite d'être creusée et laquelle ne le mérite pas. Puis, dernier élément, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez mon adresse email. Mon équipe est également disponible. Ils sont parfois plus aguerris que moi dans certains domaines. Et il en va de même pour le réseau mondial de journalisme d'investigation. Donc, pour ce type d'enquête, n'hésitez pas à faire appel à ceux qui sont aguerris en la matière, qui sont déjà rodés pour ce type d'enquête. Voici certains des liens qu'on a déjà passés en revue avec Carrie Hellman. Je crois qu'on
on en a parlé de tous, peut-être pas Open Sanctions. Là, c'est un ami à moi qui est aux manettes, donc il rassemble des informations sur les sanctions, les entreprises et les particuliers. Il s'agit d'un site qui est très bien mis à jour. Voilà, je crois en avoir terminé. Je suis disponible si vous avez des questions. Simon, c'est à vous. Bien, je crois que je vais peut-être briser la glace et poser moi-même quelques questions, si vous le permettez, suite à quoi on passera à la session de questions-réponses à proprement parler. Et donc, je souhaitais revenir sur votre présentation. Donc, vous avez passé en revue certains exemples. On voit qu'on peut retirer les différentes couches de l'oignon, qu'on parvient à une nouvelle couche avec un nouvel écran. Et finalement, on se retrouve au bout du compte avec Abramovich. Alors, ce que je me demandais, c'est la chose suivante. Si vous parvenez à quelque chose qui n'est pas une entité de type entreprise, il s'agit d'une personne physique, il s'agit d'un être humain, et que vous ne reconnaissez pas le nom de cette personne, quelles sont les stratégies que vous avez dans votre besace pour aller plus loin? Bon, par exemple, les déclarations sur les prêts octroyés aux bénéficiaires effectifs, est-ce que c'est toujours quelque chose de fiable ou est-ce que parfois on peut avoir un doute? Alors, c'est difficile de répondre de façon systématique. Je pourrais peut-être vous donner une anecdote. Je me souviens de nos enquêtes à l'occasion des Panama Papers. On passait en revue les différentes entreprises, les différents directeurs, les propriétaires, les bénéficiaires, et on y trouvait donc des noms de personnes qui ressortaient 10 000 fois. Et là, je n'exagère pas. Et donc, après avoir retrouvé la même personne pour la cinquième, la dixième ou la centième fois, probablement, vous vous dites que ce n'est pas un grand magnat euh, du monde de l'entreprise, mais qu'il s'agit d'un homme de paille. Et puis, autre élément, c'est ce qu'évoquait Gary, donc avec les différentes sources qu'on a évoquées. Donc, vous tapez le nom d'une personne. Si vous apercevez que vous avez 500 ou 1000 entrées pour cette personne, eh bien, il est très probable que ce soit une sorte de prête-nom, en fait. Si tel n'est pas le cas, ou si tel est le cas, c'est peut-être une histoire tout à fait valable en elle-même. Mais si tel n'est pas le cas, il y a d'autres instruments qui permettent de creuser et de continuer l'enquête. Bon, il y a d'autres personnes qui pourraient s'exprimer sur le sujet. Donc, on utilise des bases de données qui fonctionnent un petit peu comme Sayari. Donc, si vous avez une adresse courriel, un numéro de téléphone, bon, en général, vous n'avez pas uniquement le nom, vous avez d'autres informations, comme par exemple une adresse. Une adresse est toujours très utile. Il en va de même pour un numéro de téléphone. Une adresse email, ça peut aussi parfois, dans certains cas de figure, être utile. Donc, il faut rassembler tous ces éléments et voir ce qu'on peut mettre en place par la suite. Il y a des personnes qui font des demandes d'ajout sur Facebook, personnes qu'ils souhaitent identifier. Bon, c'est également une technique intéressante. Il y a encore un élément que je voulais mentionner. En fait, ça dépend un peu de la juridiction, mais j'aurais tendance à dire que de façon générale, si vous avez un document d'origine auquel vous êtes parvenu grâce à un registre, eh bien, il s'agit d'une information qui est relativement fiable. Bon, alors effectivement, si s'il y a des informations erronées dans le registre allemand, vous êtes un petit peu démuni. Vous êtes bien obligé de faire confiance à ce type d'informations. D'accord. Merci beaucoup, Yann, dit Simon. Merci à nos deux intervenants. Merci, Carrie. Merci, Yann. Bien, je crois que on va pouvoir passer à la session de questions-réponses avec Amel. Effectivement, on a toute une kyrielle de questions. Je vais accorder la priorité à celle-ci. La voici. Alors, est-ce que les informations de Open Corporate sont actualisées et s'agit-il d'informations tout à fait fiables? Je crois qu'il y a une actualisation tous les jours, d'après mes informations. Je crois que ce sont des informations véritablement très fiables. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Bon, alors parfois, vous avez le nom du directeur qui peut être un homme de paille. Donc moi, je consulte toujours le registre pour vérifier ces informations. Comme je le disais, il faut toujours vérifier plusieurs fois. Une vérification factuellement générale, oui, tout à fait fiable. Très bien. Alors, quelle est la différence entre la base de données OCCRP et la base de données Open Sanctions? C'est une deuxième question qui a été posée.
Eh bien, il s'agit de deux bases de données bien distinctes. Aleph OCCRP rassemble des informations que l'on trouve également dans Open Sanctions, qui ont été contrôlées, vérifiées. La différence, c'est qu'on s'appuie également sur d'autres sources, sur d'autres types de données, alors qu'Open Sanctions se concentre exclusivement sur les entités qui font l'objet de sanctions. Question suivante. Comment savoir où mener l'enquête, puisqu'on peut utiliser les sociétés écrans pour d'autres fins? Donc, comment on peut savoir qu'effectivement, il y a des activités de corruption ou des actes répréhensibles qui sont commis par une certaine société écran? Eh bien, il peut s'agir d'une indication qu'on vous a donnée, d'un nom qui ressort dans un endroit, dans un lieu inhabituel, donc un contrat, un accord pour prêt, par exemple, et qui vous met la puce à l'oreille. Bon, il y a des reporters qui utilisent leur méthode de recherche aussi. Alors, si je peux ajouter un complément d'information, si je vous ai parlé de cet exemple, c'est justement pour ce que vous venez d'évoquer. Donc, on ne s'intéresse pas aux sociétés écrans juste pour les sociétés écrans. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles dissimulent, c'est ce qui se cache derrière. Elles permettent le transfert de propriété vers, à partir d'autres entités. Donc, effectivement, on commence l'enquête par la structure de propriété et ensuite on va pouvoir assembler les différents éléments du puzzle. Donc, on a eu deux questions assez similaires. Comment est-ce qu'on organise les informations? Quels sont les points de connexion entre les individus et les entreprises? Et comment est-ce qu'on maintient une bonne organisation de l'information? Donc, on utilise Neo 4G pour faire le lien entre les différents éléments. Et grâce aux efforts de notre équipe données et recherche, on a des tableaux très très nourris avec des dizaines de colonnes, de lignes qui nous permettent de réaliser des vérifications factuelles. Et c'est comme cela qu'on peut s'y retrouver dans la structure de propriété, les différents actifs, etc. Donc là, simplement des tableaux Google et ce Neo 4G. Moi, j'aime beaucoup la visualisation sur le site ICIJ. C'est vraiment très pratique. Donc, on peut construire des diagrammes par réseau. C'est une fonctionnalité qui est disponible. Vous pouvez construire des graphiques avec le réseau de l'entreprise. Et puis, on utilise également un système wiki. Ça ressemble à Wikipédia, mais c'est disponible uniquement pour les personnes qui travaillent sur une certaine affaire. Et donc, on peut ventiler ces informations par page, par entreprise. Et donc, tout cela n'est disponible ou accessible plus exactement qu'aux seules personnes qui travaillent spécifiquement sur cette enquête. Et c'est donc une bonne façon de collecter des renseignements de façon peut-être un petit peu moins structurée que dans le cadre d'une base de données. Donc, cela ne tient pas forcément dans un tableur. Il faut d'autres modalités d'expression, comme par exemple des ajouts. Merci. Question suivante. Est-ce qu'il y a des précautions de sécurité numérique à respecter lorsqu'on opère dans des juridictions qui posent problème ou à l'occasion de recherches en ligne? Moi, j'utilise un VPN, Proton, pour ma part, parce que je travaille depuis chez moi, donc je ne veux pas qu'on puisse trouver mon adresse IP. Voilà, je crois que c'est vraiment le principal conseil que je souhaite donner. Et Yann, nous aussi, on a pour politique d'utiliser des VPN. C'est toujours bon de se protéger. Bon, alors, ce n'est pas de la protection à proprement parler, mais il y a autre chose. On a créé différents comptes sur des plateformes qui ne sont pas liées au nom de personnes réelles pour notre équipe. Donc, si vous voulez consulter le profil d'une personne sur LinkedIn ou encore sur Facebook, ça vous facilite la tâche. Vous n'êtes pas contraint d'utiliser votre propre profil. Voilà, donc là, c'est vraiment le b.a.-ba. Et en général, si l'on entame un projet, on va évaluer le risque spécifique. Et là, ça nous facilite la tâche. On peut adopter les précautions nécessaires si l'on sait à qui on s'adresse et dans quoi on se lance.
Voilà, ça a une incidence, bien sûr, sur notre comportement sur Internet, ces informations. Simon, est-ce qu'on a le temps de prendre encore quelques questions? Je pense qu'on peut prendre encore quelques questions si vous avez d'autres demandes. Bien, question suivante. Comment enquêter sur des entreprises situées dans certaines juridictions, donc par exemple au Vietnam? Puis il y a une question sur les entreprises situées dans le Delaware. Est-ce que là, on a des informations plus précises pour ces juridictions particulières? Bien, pour le Delaware, c'est difficile, parce qu'effectivement, c'est une juridiction où il y a beaucoup de confidentialité. Pour le Delaware, eh bien, j'utilise Sayari pour tenter de rassembler autant d'informations que possible dans les registres. Je m'intéresse également aux différents comtés, aux registres des différents comtés américains. Et parfois, on va trouver des informations sur un registre d'informations avec des trusts ou des fonds fiduciaires. Bon. Donc là, effectivement, on tente de remonter la trace et de faire le lien avec une adresse, un individu. Bon. Pour le Vietnam, là aussi, j'aurais tendance à utiliser Sari. Bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience au Vietnam, à vrai dire, mais en général, en Asie, c'est ce qu'on fait de façon plus large. Donc, Open Corporate, Elif, tout ce que j'ai mentionné déjà tout à l'heure. Bon, alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter pour ma part. On a des ressources qui sont spécifiques par pays, dans certains cas de figure, mais je ne peux pas vous dire si on a des conseils particulièrement pertinents pour le Vietnam. En tout cas, n'hésitez pas à consulter notre site internet, vous y trouverez peut-être quelque chose d'intéressant à vous mettre sous la dent. Question suivante. Qu'en est-il des documents qui ont fuité, qui ne sont pas des documents qui émanent de sources officielles? Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus? Les documents qui ont fuité. Voilà. On tente de croiser les informations avec ce qu'on trouve dans les registres des entreprises. Là, c'est le premier élément. On utilise tout le temps ce genre d'informations qui ont fuité, mais il faut toujours les vérifier. Donc, les dates d'incorporation, les adresses, etc. Oui, le document fuité, effectivement, c'est génial. On en est tous très friands, mais parfois, ça ne nous facilite pas la tâche parce qu'on se retrouve avec des informations qu'on aimerait pouvoir utiliser, mais ce n'est pas toujours possible. Bon, c'est-à-dire qu'il faut croiser, il faut trouver une deuxième ou une troisième source d'information. En tout cas, c'est comme ça qu'on procède de notre côté. On ne publie pas ces informations si elles émanent uniquement de documents qui ont fuité. Question suivante. Est-ce que toutes ces recherches s'effectuent en ligne ou est-ce qu'on opère également sur le terrain? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus en la matière? Est-ce que toutes nos sources se trouvent en ligne ou alors est-ce que votre travail s'effectue uniquement en ligne? Alors, nous ne publions pas tout. Tout n'est pas, bien sûr, disponible au public. Nous avons quelques bases de données d'informations que nous gardons confidentielles. Si nous ne sommes pas sûrs à 100% des informations, nous n'allons pas les publier. Nous essayons de tout revérifier et nous avons effectivement une équipe qui véritablement passe tout au crible. C'est d'ailleurs sa mission pour vraiment être le plus sûr possible de nos informations. Alors, c'est vrai que en fait, nous sommes très très prudents concernant nos sources. Nous utilisons toute une série de sources. Ah, pardon, les journalistes de terrain, c'était ça la question. Oui, alors nous faisons beaucoup de reportages et d'investigations de terrain, bien sûr. Simon, alors est-ce que vous pourriez peut-être euh, nous éclairer? L'un des composants très très importants de ces vérifications des faits, je crois que ce sera très intéressant, eh bien, c'est que bien sûr, on peut procéder à une vérification préliminaire. Cela fait quand même partie des travaux en cours d'enquête.
Mais je sais que, eh bien, l'OCCRP, je peux le dire au nom de l'OCCRP et l'ICIJ, je suppose en fait que vous allez d'abord soumettre probablement vos informations, vous les publier aux personnes peut-être impliquées, question de corriger le tir si jamais vous avez tiré des hypothèses infondées. Absolument, nous avons évidemment tout un processus de revérification des faits. Alors, très souvent, nous avons en fait un rapporteur de données qui travaille avec un rédacteur en chef, notamment. Je sais que Simon a déjà fait cela. Nous avons déjà travaillé ensemble et c'est vrai que nous avons en fait un vérificateur des faits qui vient toujours nous dire, par exemple, qu'il faut mettre des notes de bas de page. Et puis, nous avons toujours eh bien, assurer un droit de réponse. Et c'est vrai que quelque part, eh bien, on peut commettre des erreurs et cela nous donne la possibilité de corriger le tir. Oui, nous aussi, nous suivons une procédure assez semblable. Et c'est vraiment un moment crucial de l'enquête en général, de l'investigation parce qu'effectivement, nous avons toute cette idée autour de ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer. C'est vrai que parfois, quand on demande eh bien, aux différents intervenants, ils vous donnent des idées très, très intéressantes qui font que vous revenez, vous remettez l'ouvrage sur le métier, pour ainsi dire. Parfois, eh bien, nous avons retrouvé, par exemple, d'excellentes informations sur l'histoire sur laquelle nous travaillons, et puis nous avons décidé de ne pas publier justement ces informations-là à la suite de ce processus de vérification des faits, justement. C'est toujours très utile, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire de toute façon. Merci beaucoup. Autre question, comment lutter contre les infotox, la désinformation qui est quand décidez-vous, en fait, voilà, que vous avez tout vérifié, que vous pouvez publier une histoire? Eh bien, au sein de l'ECIJ, quand nous travaillons sur des projets, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, nous devons contacter tous ces euh, partenaires pour leur dire que nous avons publié une histoire. Il en va de même avec le CCRP, avec qui nous travaillons beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, il faut s'asseoir entre rédacteurs, entre journalistes, et puis nous décidons justement du moment où, eh bien, une enquête, une histoire vraiment à passer un certain seuil. Et puis surtout, nous pouvons savoir si une histoire doit être racontée. Est-ce que c'est vraiment important? Yann, oui, euh, ce dernier point est très très important, je dirais d'ailleurs, hein, car surtout quand on a par exemple des documents fuités, des documents que l'on retrouve dans des bases de données, dans des registres, dans la plupart des cas, vous allez publier des informations personnelles, des informations qui ont trait à des personnes physiques. Alors, vous aurez peut-être raison de le faire, mais je crois qu'il faut en fait vraiment verbaliser, écrire ces raisons et vous demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse par exemple aux hélicoptères d'Abramovich? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que si c'est une personne qui est soumise à certaines sanctions, eh bien, est-ce que cet hélicoptère doit être sur le territoire européen, etc. Eh bien, voilà. Je crois que c'est un processus très, très important par lequel il faut passer, surtout lorsqu'on se penche sur des informations fuitées, mais aussi les informations qui apparaissent sur des registres commerciaux. Et c'est vrai que, eh bien, voilà, il y a des personnes qui vont reproduire, par exemple, vos informations. Si nous publions quelque chose sur une entreprise à Chypre, eh bien, vous savez, vous trouverez un numéro de téléphone, un contact, par exemple, pour contacter une personne. Bon, bah, il faut que cette personne puisse être contactée à Ession. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, mais qui sont spécifiques à certaines régions. Donc, j'essaie effectivement d'avoir des questions plus générales. Concernant Open Corporates, alors, est-ce qu'il est difficile, facile de retrouver des informations pour des pays, par exemple, en Asie, ou des pays autres que dans l'hémisphère occidental? Alors, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend des registres commerciaux dont disposent les pays, les enregistrements d'entreprises. Alors, par exemple, en Irlande, c'est vrai que, vous savez, l'Irlande, c'est vraiment un pays qui est très secret. Il est très, très difficile de retrouver des informations sur des entreprises en Irlande. Alors, moi, je dirais pas qu'il y ait vraiment un problème pour l'Asie en général. En fait, il faut s'interroger au niveau des pays, des différents pays. Sont-ils ouverts, plus transparents ou moins transparents? Alors, Carrie sera d'accord avec moi. Open Corporates ne se centre pas uniquement sur les pays occidentaux. Ce n'est pas mon expérience, hein. Là, je crois que Open Corporates essaie vraiment de couvrir tous les pays.
Alors, est-ce que vous avez, par exemple, des demandes euh, il y a quelques années, par exemple, nous avons mené un projet Import Vows qui, en fait, quand vous parlez de RTF, donc vous demandez des demandes d'informations, oui, d'accord, on est bien d'accord. Alors moi, je demande toujours des informations un peu partout, juste pour vérifier, en fait, ce que vous avez retrouvé dans un document fuité, par exemple, si vous pouvez le faire auprès d'une agence gouvernementale, d'une agence de presse ou dans le cadre de contrats qui sont passés. C'est toujours essayer de recouper les informations. Les demandes d'informations, si vous pouvez les utiliser, c'est vraiment un outil très, très puissant. Rien à ajouter. Autre question. Quels sont les pays, les territoires qui vraiment vous donnent des informations sur les bénéficiaires effectifs, les bénéficiaires effectifs finaux aujourd'hui? Alors, il y a en fait un site web, Open Ownership, qui va en fait vous donner en fait une idée des pays qui sont plus transparents. Bon, par exemple, au Royaume-Uni, on parle de person of significant control, personne de contrôle important, mais ce n'est pas toujours très, très précis parce qu'il n'y a pas en fait de vérification effectuée. Euh, euh, à prendre avec une pincée de sel, moi, je dirais qu'il y a des informations au Royaume-Uni, en Irlande, rien n'existe, ça, je peux déjà vous le dire. Bon, de mémoire, je ne sais pas, il faudra vraiment passer en revue les différents pays, mais en tout cas, mon point de départ serait open ownership. Bon, je pourrais me tromper, hein, mais bon, attention, hein, mais en tout cas, ces informations parfois se réfèrent à des hommes de paille. Yann, bon, en principe, tous les pays européens devraient être transparents hein, à ce niveau. Certains pays font mieux que d'autres. Par exemple, moi, j'ai montré l'exemple du Danemark dans ma présentation, mais d'autres pays s'en fiche un peu de cette directive, si je ne m'abuse. Il s'agit bien d'une directive, mais apparemment, ça va changer. Et puis, il y a cette idée d'avoir un registre de propriété des entreprises qui couvrirait toute l'Europe. Pour l'instant, ce registre ne couvre que 5 ou 6 pays, donc c'est pas génial, mais c'est un bon point de départ. Et puis, pour certains pays, c'est vraiment très, très difficile hein, d'établir qui est le propriétaire de l'entreprise. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de registre centralisé la plupart du temps. Donc, il faut vraiment passer d'un État à l'autre. Et parfois même, il faut passer d'un comté à l'autre pour essayer de recouper les informations. Simon Bowers. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Yann. Oui, c'est vrai, il y a eu un arrêt très, très important adopté par la Cour de Luxembourg concernant les exigences en matière d'information sur les bénéficiaires effectifs. Hein. Alors, par le biais d'une directive, eh bien, ces efforts ont été tués dans l'œuf. Donc, pour l'instant, il existe certes une facilité, un instrument, mais il est vraiment très bancal. Il y a beaucoup d'incertitudes. On essaie un tout petit peu de perfectionner le mécanisme. Alors, jusqu'où allons-nous aller? Est-ce qu'il y aura vraiment eh bien, un outil beaucoup plus complet. Est-ce que les journalistes auront accès à ces informations qui sont très sensibles? Eh bien, c'est très, très ambitieux. Et puis, si on voit le comportement de certains représentants politiques, eh bien, ce n'est pas certain du tout, n'est-ce pas, Yann? Tout à fait. Euh, mais il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Si effectivement vous demandiez à tous les pays ou les États européens si on peut avoir accès à ce genre d'informations, eh bien la plupart des pays vous diraient que non. Mais moi, j'essaie de rester optimiste et compte tenu d'où nous venons, surtout par le passé. Vous aviez par exemple des numéros de compte en banque en Suisse, où il n'y avait même pas de nom qui figurait sur le compte en banque. Enfin, vraiment, c'était le secret bancaire le plus total. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on s'avance quand même. On est sur la bonne voie, en tout cas, mais c'est vrai qu'on est encore loin du but. Mais bon, c'est vrai pour toute chose, me semble-t-il. Alors, tu parlais, Carrie, d'une base de données concernant les Émirats arabes unis. C'est une base de données en particulier? Ah oui, c'est une base de données. Alors, je pense qu'on peut la retrouver en tapant Émirat. Il y en avait une autre pour du Dubaï que nous utilisions. Nous avons, eh bien, il y a un projet sur Dubaï qui est en fait entre les mains de CCRP et puis il y a d'autres projets qui utilisent justement, eh bien,
toutes les décisions des tribunaux. Nous avons tout simplement mis sur Google, eh bien, décision ou arrêt de justice Dubaï, et puis on nous a renvoyé vers cette base de données qui vous donne accès justement à ces arrêts et ces décisions des tribunaux. Il suffit de passer par Google. Je crois que c'est ce que nous avions fait nous-mêmes. Eh bien, Amel, je crois que je vais clore le débat parce que je crois qu'on arrive à la fin de cette séance. Oui. Eh bien, merci pour vos excellentes questions. Merci beaucoup à Carrie et à Yann pour leur excellente présentation. Je crois que vous devriez tous en fait vérifier justement eh bien, le fil Twitter du GIGN, @GIGN pour les prochains événements. Merci beaucoup à Yann et à Karim. Merci aussi au GIGN d'avoir organisé cette session. Merci à vous de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Merci Carrie et merci